Donc on est dans l'atelier qui s'intitule Circuit court et locavorisme, quels enjeux pour les territoires. Donc l'idée c'est de se questionner comment ce nouveau mode de commercialisation, ce nouveau mode de distribution va participer à un développement plus durable d'un territoire. Donc on se place dans un contexte où des crises alimentaires vont faire émerger depuis de nombreuses années des nouvelles exigences en termes de qualité. Les consommateurs vont se questionner davantage sur leur alimentation, vont exiger des garanties de qualité et vont prôner le rapprochement entre des producteurs et les consommateurs pour recréer un lien de confiance et un lien de transparence. Donc les circuits courts vont venir se positionner comme une alternative viable et forte aux circuits classiques de distribution et vont remettre en cause les aspects des systèmes conventionnels tels que la distanciation des échanges, l'homogénéisation des produits ou encore le découplage des bassins de production et de consommation. Ils vont se développer dans un contexte de tension très importante entre forces de délocalisation et de relocalisation sur les territoires et vont encourager l'autonomie des régions urbaines en multipliant les circuits alimentaires alternatifs. C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui avec Anna Fauché, qui est Project Manager à l'IUFN. L'IUFN, c'est l'International Urban Food Network. C'est une association, elle va nous en dire plus. Valérie Nicolas, qui est conseillère aux affaires internationales et à la coopération décentralisée à l'Association des régions de France. Et Natacha Monnier, qui est administratrice d'Atable, qui est l'association Tourangelle pour une alimentation biologique, locale et équitable. Donc, Valérie, est-ce que tu peux rapidement nous indiquer, nous éclairer sur l'intérêt de la relocalisation de l'alimentation sur nos territoires? Oui, bonjour à tous. Juste une petite précision, c'est toujours intéressant parce que les gens me disent mais comment ça se fait, vous faites de l'international et vous parlez d'alimentation? Quand on s'occupe d'international pour les régions, c'est à peu près 1000 accords de coopération à coordonner, dont la moitié traite de développement rural, de montage de filières, d'AOC, d'IGP, de système alimentaire. Donc c'est intéressant de voir comment une problématique internationale revient sur le territoire. Alors évidemment que circuit court et donc production de l'alimentation vertueuse. Hein, c'est pas circuit court tout seul. C'est important. Alors évidemment que c'est un enjeu et que c'est une problématique cruciale pour les territoires, pour les régions notamment, puisque cela traite de la santé globale du territoire. Si on relocalise la production, la distribution, la consommation, on crée plus d'emplois. Alors je ne suis pas une économiste pour détailler tous les calculs, mais on sait qu'un emploi, qu'une alimentation achetée dans un supermarché ou une alimentation achetée chez un agriculteur local, c'est 3 fois plus d'emplois. Donc pour un président de région, c'est fondamental. Pour toutes les collectivités, c'est fondamental. C'est de l'emploi, bien entendu. C'est de l'emploi décent. On vit mieux en général quand on est en circuit court et qu'on produit. C'est aussi, bien entendu, tout ce qui a trait au social, c'est-à-dire que quand on est en circuit court, on a aussi du lien social. On remet en contact tous les acteurs d'une chaîne de l'alimentation, de la fourche à la fourchette, de la fourche à la poubelle même, d'ailleurs, il s'agit de cela. Donc c'est du direct producteur-consommateur, c'est de la conscientisation, c'est de l'information, c'est aussi ensuite orienter la demande des consommateurs qui doivent influer sur les politiques publiques. C'est aussi bien entendu, quand je parle de santé globale, on a parlé d'Eveco, de lien social, on a bien sûr tout ce qui est culturel, patrimonial, c'est à la fois la sauvegarde d'une identité, parce que quand on consomme local, on consomme aussi des produits locaux, saisonnaux, etc. Donc ça veut dire protéger certaines façons de faire. Outre, on va au-delà des AOC, c'est aussi des techniques de production, des techniques, des savoir-faire qui, si il n'y a pas de consommateurs, vont se perdre. Mais c'est aussi s'identifier à ce qu'on mange. On est ce que l'on mange. C'est ce qu'on oublie souvent. Je crois que c'est aussi une vraie problématique, c'est que les consommateurs mange, mais on a perdu, là on est entre nous, donc tout va bien, quand on est entre soi, on sait de quoi on parle, mais je me rends compte quand on traite de ces sujets à quel point le consommateur s'est éloigné du vivant et du naturel, etc. C'est bien entendu aussi quand il s'agit de
production locale vertueuse, la santé environnementale du territoire. Et la santé environnementale, c'est du développement durable, donc c'est l'eau, c'est le sol, c'est tout ce que ça induit en termes de production sans pesticides, beaucoup plus respectueuse de la nature. À savoir quand même que effectivement l'agriculture conventionnelle, enfin l'agriculture chimique, moi je préfère utiliser les termes de Maxime de Rostolland ce matin, c'est 70% de la consommation d'eau douce, à peu près. Et c'est 30%, je parle que de la production agricole, 30% d'émissions des gaz à effet de serre. Et je ne parle pas de tout le process de transformation, hein, qui, quand il est délocalisé, vous le savez très bien, on peut produire une tomate en Italie, la faire mettre en boîte en Chine et la vendre au Maroc. D'ailleurs, ça existe, hein, ça. Hein. C'est d'ailleurs pas produit en Italie, je me suis trompée, c'est produit en Chine, ça va en Italie, ça repart en Chine et ça va au Maroc. Sous une marque qui s'appelle Gino, je ne fais pas de la pub, j'ai pas. Mais voilà, c'est ce qu'on peut appeler effectivement de la pornographie alimentaire. Voilà. Mais donc on est dans une déraison de la filière. En fait, il faudrait reconstruire des filières à niveau local, à niveau territorial, sur une échelle qui serait quelle échelle? Alors, évidemment, je travaille pour les régions, donc on travaille sur l'échelle régionale, à savoir qu'il me semble que c'est l'espace suffisant pour avoir des politiques publiques structurantes liant la question de l'équilibre rural et urbain. C'est-à-dire qu'au sein d'une région, on a une métropole. Les métropoles sont pivots, hein, sur la question de la transition alimentaire nécessaire, etc. Et donc, il y a probablement un contrat à avoir entre la zone rurale et la ville. Et c'est vrai que dans l'espace régional, on a ces deux entités. D'une part, tu me disais autre chose sur l'échelle d'action. Non, tu parlais de filière. Et alors c'est vrai que je ne suis ni agro, ni spécialiste agricole, ni spécialiste de l'alimentation. Mais ce que je constate en tout cas, c'est qu'on quitte la notion de filière pour parler de système plus. Et c'est vrai qu'à l'international, en tout cas, ce sur quoi on travaille sur des relevés sur un espace donné, donc une région, des relevés de toutes les initiatives d'alimentation durable et responsable, donc qui sont bonnes pour le DEVECO, le développement économique, pour le lien social, pour le patrimoine, pour la culture, pour la santé globale du territoire, l'environnement, etc. Et ces initiatives, on se rend compte, une fois qu'on les a toutes, les mettre en système et les faire remonter en politique publique, les coordonner, là c'est le travail d'une collectivité. Et c'est vrai qu'au niveau régional, ça fonctionne. Une ville, moi je ne vous cache pas que quand j'entends certaines grandes métropoles parler d'autonomie alimentaire, même le mot agriculture urbaine me gêne. Me gêne beaucoup même, parce que je trouve ça très inquiétant et très angoissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un monde qui se métropolise, tout est fait pour cela. Hein. Et cette métropolisation fait qu'on exclut de l'emploi beaucoup de paysans qui subissent une sorte d'attractivité urbaine, hein, je crois que c'est ça. Il ne s'agit plus d'exode rural, il n'y a pas de plus de travail en ville. Dans les pays du Sud, c'est dramatique ce qui se passe, hein, c'est que le modèle alimentaire mondial qu'on a choisi nous, donc 3% d'agriculteurs très intégrés, très concentrés, et donc peu d'emplois autour de la production de l'alimentation, font que les gens vont en ville, et dans les pays du Sud, ils se paupérisent en ville. Les villes n'ont pas les moyens d'avoir des politiques publiques qui assurent la cohésion. Et on est en train de fabriquer des bombes atomiques, en Afrique notamment. Et donc, je me suis perdue du coup. Je vais tout dire en même temps. Tu disais que la métropole... Oui, voilà, donc je parlais d'agriculture urbaine, etc., en disant qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de fonds qui vont sur les villes, sur cette question de métropole, parce qu'on a des gros lobbies. Moi, on le voit sur tout le dialogue multilatéral, dans les agences de l'ONU, à l'Europe, Banque mondiale aussi, etc., où en fait... il y a des collectivités qui défendent une certaine façon de voir et cet ancrage territorial avec tous les leviers possibles qu'on a. Donc il y a plein de politiques publiques. La restauration collective qui a été souvent citée ce matin en est une qui est cruciale. Hein. C'est le levier le plus facile à activer. On se rend compte que les fonds vont plutôt dans la R&D, dans la recherche et développement métropolitaine, où on n'a pas peur de vous dire on va faire des tours géniales, on va faire 80 000 mètres carrés, c'est sans air, sans eau, sans terre, etc., etc. Et on va assurer la sécurité alimentaire de la planète. Donc la problématique des régions aujourd'hui, c'est de dire non.
il faut absolument qu'au sein des projets de métropole, il y ait la terre, en fait, comme plus qu'un acteur, le point focal du développement urbain. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de ville durable, il n'y a pas de métropole durable sans territoire durable, et que donc il faut assurer cet équilibre. Et il faut absolument, alors c'est ce qui est tenté avec les États généraux de l'alimentation, redéployer en fait la plus-value, et que effectivement les paysans aujourd'hui puissent vivre décemment de leur métier, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. On préfère bien payer. C'est le monde dans lequel on est qui est assez délirant. On paye mieux les gens qui s'occupent de notre argent que les gens qui s'occupent de nos enfants et de la nourriture. C'est un choix politique. Oui. Hier, il y avait une projection du film alimentaire à la Villa Rabelais, dont un qui s'appelait Nourrir une métropole, et il mettait un peu en évidence que finalement, en fait, l'autonomie alimentaire était un scénario de prospective encore pour une ville, et que nourrir une métropole, effectivement, ça venait par la durabilité d'une ceinture aussi qui soit des espaces en fait de lien et de reconnexion entre le rural et l'urbain, pour que tout ça soit pensé ensemble. Et ça mettait aussi en évidence l'importance des politiques publiques et de la gouvernance alimentaire locale. Anna, au niveau de la gouvernance alimentaire, quels vont être les leviers d'ancrage à niveau territorial de ces politiques publiques, et comment on va articuler et faire coopérer tous ces acteurs du territoire? Oui, alors peut-être pour représenter rapidement la structure, donc on est une association dont l'objectif est d'assurer la transition durable des villes vers des systèmes alimentaires. Et on s'inscrit notamment dans le dispositif des projets alimentaires territoriaux dont vous avez peut-être entendu parler, qui est inscrit dans la loi d'avenir agricole et qui, en termes de critères de réalisation, insiste sur le fait que ça doit être un dispositif qui est co-construit avec les acteurs. Donc on est parti nous aussi d'un constat d'urbanisation massive et du fait que effectivement la majorité de la population vivra dans les villes par la suite. Et ensuite qu'il y avait ce qu'on appelle des food movements, donc tout un tas d'initiatives dont Valérie parlait qui émergent sur les territoires. Et pour cela, donc, nous, on accompagne les collectivités à monter ces projets alimentaires territoriaux, donc toute échelle de collectivités, aussi bien des communes que des intercommunalités. Et donc peut-être, donc voilà, on accompagne en termes de territoire. On a Bordeaux, on a Nantes, Lyon, il y en a plusieurs territoires, la région centre également. Et on a un projet de recherche-action, notamment sur la gouvernance alimentaire territoriale, avec 5 territoires pilotes. On a essayé de prendre 5 échelons administratifs pour voir comment, dans le cadre de leurs compétences, les collectivités pouvaient participer à un projet alimentaire territorial. Donc pour cela, on travaille avec la ville de Lyon, la métropole de Bordeaux, 2 pays en région centre, donc le pays Loire-Nature-Touraine et le pays des Châteaux, et la région centre. Et donc ce projet de recherche-action, il est mené avec l'Institut de recherche et de débat sur la gouvernance. Donc Elisabeth a pas pu venir, mais il me semblait intéressant de vous donner la définition ils vont publier un rapport sur l'état de la gouvernance alimentaire en France. Avec des bases bibliographiques notamment anglo-saxonnes, parce que c'est un sujet qui est particulièrement développé dans les pays anglo-saxons. Et donc sa définition, c'est un levier de la transformation du système démocratique. La gouvernance est un exercice pluriacteur du pouvoir qui implique un processus d'interaction entre les différentes parties prenantes de l'action publique, institutions publiques, société civile et secteur privé. Donc effectivement, au vu du fait que le système alimentaire, donc c'est un système complexe qui réunit beaucoup d'acteurs, et nous, quand on commence un accompagnement de façon assez classique, notre première action, c'est de réaliser une cartographie d'acteurs. C'est ce qu'on a fait donc pour les 5 territoires pilotes. Et l'idée, c'est d'identifier à la fois les acteurs de la production, de la transformation, de la distribution. Donc là, on reste sur un système de chaîne de valeur, effectivement. Les consommateurs, mais également la gestion de vie de déchets, donc la gestion des déchets en fin de vie. Donc là, on repart sur cette idée de système et d'économie circulaire. Et tous les acteurs qui peuvent être influenceurs de cette alimentation. Donc dedans, il y a les collectivités qui apparaissent comme un acteur central de ces projets alimentaires. Il y a également la recherche.
recherche avec lesquels on essaie de travailler, qui apportent des connaissances, qui créent des connaissances sur les territoires qui sont indispensables. Tous les acteurs de la formation, de l'éducation et tous les accompagnateurs également. Donc on peut penser aux chambres consulaires sur ces territoires-là. Est-ce que tu veux que je continue? Enfin, je peux continuer pendant longtemps, mais... et donc, alors l'idée en termes de méthodologie, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a identifié ces acteurs-là, on essaie de les réunir dans ce qu'on appelle des conseils de gouvernance alimentaire. Donc, ça vient également des pays anglo-saxons. Donc, cette notion de Food Policy Council, alors ça peut prendre la forme qu'on veut, les objectifs qu'on veut. Par exemple, à Toronto ou à Bristol, qui peuvent être, ou à Belo Horizonte d'ailleurs, qui peuvent être des territoires pionniers. L'idée, c'est de réunir effectivement des représentants de tout le système alimentaire. Donc ça peut être indépendant de la collectivité et jouer un rôle de plaidoyer, ou alors complètement travailler avec la collectivité à co-construire les politiques publiques. Et donc c'est ce qu'on essaie de créer avec les territoires qu'on accompagne. C'est toujours l'objectif final. Il y en a 3 en fait. Donc c'est effectivement créer une gouvernance alimentaire qui va pouvoir se pérenniser dans le temps, qui va pouvoir installer des garde-fous un peu dans cette politique alimentaire territoriale, et surtout agir avec les acteurs qui ont de l'influence sur les territoires. Pour construire un projet alimentaire, donc ce qu'on appelle, je sais pas, il y a plusieurs définitions de projet alimentaire, on a du mal à se mettre tous d'accord, c'est parfois compliqué, mais pour moi un projet alimentaire, donc c'est une coalition multi-acteurs qui se fixe des objectifs communs avec un principe de co-responsabilité où chacun va agir, donc se définir des objectifs communs, où chacun va agir pour remplir sa part dans cet objectif-là. Et où on essaie de mettre en place une triple transversalité, donc entre les différents échelons des collectivités. Donc je vais y venir après sur les leviers de politique publique. Donc l'idée, c'est d'y intégrer à la fois la région, les départements, les intercos, les communes, les pays, tout ce qui est territoire de projet, pays, PNR, donc parcs régionaux, naturels régionaux. Donc triple transversalité, donc cette première transversalité inter-échelon administratif, une deuxième transversalité qui est au sein des collectivités. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui les collectivités travaillent en silo, donc la politique foncière ne parle surtout pas à la politique des déchets, la politique du développement durable ne parle pas à la politique de la restauration collective. Donc l'idée, c'est de créer des groupes alimentation au sein des collectivités et d'essayer de remettre un peu de cohérence, ne serait-ce que dans les politiques, ou une vision globale de la politique publique d'une collectivité. Et enfin, une dernière transversalité dont on a parlé, c'est d'associer tous les acteurs du territoire à la construction de cette politique publique. Donc ça, c'est notre deuxième objectif, la gouvernance alimentaire, le projet alimentaire, et enfin, on travaille avec la collectivité à construire des politiques alimentaires. Et donc ça, c'est 2 rôles. C'est à la fois le rôle de la collectivité en tant que facilitateur de cette coalition d'acteurs, donc connaître les acteurs du territoire, savoir ce qu'ils font, pouvoir, si possible, les intégrer dans de la politique publique, s'il s'avère que les initiatives sont réplicables et peuvent changer d'échelle, mais surtout travailler sur leurs compétences, à savoir comment on travaille dans le cadre de leurs compétences. Il n'y a pas de compétences alimentaires à proprement parler, mais par contre les collectivités ont toutes des compétences obligatoires et des marges de manœuvre sur lesquelles elles peuvent agir pour mettre en place une politique alimentaire. Donc vous accompagnez, que ce soit les politiques publiques, les PNR, les régions, à construire ces conseils alimentaires. Et vous en avez créé un, je crois, à Bordeaux. Oui, ça a été lancé à Bordeaux, donc c'est un travail de 3 ans à Bordeaux. Ça prend du temps avec les collectivités et c'est parfois difficile de l'associer au temps des acteurs, parce qu'on a des acteurs, souvent les initiatives de l'alimentation responsable, elles ont des modèles économiques qui ne sont pas toujours solides, elles ont besoin d'un cadre facilitateur, ne serait-ce que des subventions qui soient adaptées à leurs besoins. Et donc on travaille avec les collectivités justement à créer ce cadre facilitateur, mais au bout de 3 ans, donc il y a un poste dédié, et je pense qu'il y a un vrai levier sur les collectivités, c'est de dédier des postes à l'alimentation, en faire un vrai sujet avec un élu derrière, avec une volonté politique. Et donc il réunit plus de 400 acteurs, donc c'est pas des acteurs qui viennent toujours, mais en tout cas qui suivent le projet, qui sont réunis dans 5 collèges différents avec des commissions thématiques. On essaie de les faire travailler en s'assurant qu'il y ait un représentant de chaque collège dans les groupes de travaux qu'on met en place. Et
l'échelle de la métropole est pertinente pour ce genre de conseil, ou est-ce qu'on pourrait imaginer ça à l'échelle d'une région? Alors encore une fois, je pense qu'il faut partir avec ceux qui ont envie de partir. Donc si il y a un élu qui est partant à Bordeaux Métropole, partons avec cet élu-là. Ce qu'on disait, je pense qu'effectivement, on n'est pas sur des objectifs d'autonomie alimentaire. Jamais on pose cet objectif. Nous, en tout cas, quand on accompagne les territoires, l'idée c'est d'aller vers des systèmes alimentaires plus durables. Donc, et on est sur cette complémentarité de compétences où on dit, par exemple, sur Bordeaux Métropole, il y a aussi bien des lycées, pour ne reprendre que cet exemple de la restauration collective, il y a aussi bien des maternelles, des primaires, des EHPAD que des lycées ou des départements. Est-ce que, étant donné que la compétence est répartie aux différents échelons, on peut travailler ensemble sur un groupement d'achat? Donc réfléchir ensemble à comment on construit notre demande et nos marchés ensemble, pour éviter les effets contre-productifs, parce que c'est ce qui se passe aussi quand on est à l'échelle de la région, c'est qu'il y a plusieurs projets alimentaires qui se lancent et il y a des effets contre-productifs parce qu'il n'y a pas 10 000 producteurs, que chacun veut ses producteurs et que finalement on a beaucoup de bassins de vie et de moins en moins de bassins de production. Donc on travaille sur la complémentarité des compétences, tout le monde est bienvenu dans ces conseils. Et est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit retour d'expérience? Du coup, comment vous avez réussi à enrôler les gens? Comment vous avez communiqué? Comment vous avez réussi à construire ce conseil-là? Donner des clés pour pouvoir le faire dans d'autres territoires, à l'échelle d'autres métropoles? Je pense à Tours qui est passé en métropole récemment. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça ailleurs, un schéma Oui, bien sûr, je pense qu'on peut imaginer ça partout. Très honnêtement, la clé, c'est qu'on a passé du temps, c'est-à-dire qu'on a passé du temps avec chaque acteur à comprendre ce qu'ils faisaient et comprendre quelles étaient leurs attentes au niveau de la collectivité, comprendre quels étaient leurs moyens d'action, leurs demandes. Et derrière, c'est des relations de confiance qu'on a créées avec des acteurs et où ils se sont dit, OK, vous bossez pour la collectivité, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de méfiance entre les acteurs locaux et les collectivités. Donc, vous travaillez pour la collectivité, mais derrière, vous avez gardé cet intérêt général qui se perd parfois dans les collectivités. Et donc, c'est des acteurs qui reviennent, en fait. C'est des acteurs... Ce qui compte dans ces conseils de gouvernance, pour moi, c'est l'interconnaissance. C'est-à-dire, je te fais confiance et j'ai envie de monter un projet avec toi. Et donc, on a plein de projets qui se sont montés où les acteurs se sont simplement rencontrés. Mais ça, il faut créer en fait des espaces d'échange aussi, comme on essaye de créer ici, pour pouvoir un peu déjà se connaître, s'identifier et voir aussi ce qui se fait à échelle de nos territoires. Natacha, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur l'association pour laquelle tu travailles et sur justement le développement d'initiatives locales, comment elles émergent, comment on peut encourager finalement cette émergence-là et comment on peut les intégrer dans des politiques, dans des conseils finalement alimentaires? Est-ce que ça pourrait être un levier aussi à actionner, de rassembler ces initiatives-là? Je pense que pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, c'est le besoin de travailler tous ensemble et puis peut-être de réinventer des dynamiques en partant effectivement des citoyens et de ceux qui ont envie justement d'avoir une alimentation, une bonne alimentation locale, respectueuse de l'environnement. Donc moi je suis là en tant que citoyenne, donc qui participe, membre de l'association à table, donc association Tourangelle pour une alimentation biologique, locale et équitable. Mais cette association travaille en réseau et je pense que c'est, peut-être on va le voir à travers les exemples que je vais vous montrer, l'importance c'est justement ce travail qu'on fait avec plusieurs structures, mais aussi avec différentes manières de voir les choses, mais aussi en mettant en relation bien la personne qui consomme, le consommateur, et puis la personne qui produit, les producteurs. Et que derrière ça, ce n'est pas qu'un produit, le consommateur n'achète pas qu'un produit, mais plutôt il achète un produit qui a été produit à côté de chez lui, sur un territoire. Comme petite introduction. Donc, voilà, impact. Impact 37. Donc tous les mots, pour moi, je pense, sont assez importants. Donc cette structure, donc cette association, veut dire les initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale.
Je pense que tous les mots sont importants. Pourquoi ? Parce que donc c'est une association qui regroupe à la fois des citoyens et des producteurs vers une agriculture proche de chez soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans beaucoup d'espaces. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous étiez en train de dire, je pense que voilà, le besoin de décloisonner, c'est sûr, quand on veut s'alimenter, il faut savoir où est-ce qu'on va chercher son produit et puis donner l'envie, quoi. Et alors derrière ce réseau, donc ça c'est ce que je viens de dire, hein, mais ça me paraissait important de rappeler que le consommateur, et c'est pour ça qu'il faut qu'il trouve sa place dans toute cette... Quand on parle d'agriculture et d'alimentation, il faut aussi qu'il trouve sa place. Pourquoi ? Parce que c'est un acte, finalement un acte politique de consommer, dans le sens où on va tous un chacun avoir, comment dire, on va influer sur les activités économiques, sur le paysage de notre territoire, dans notre acte d'achat. Voilà. Et alors, Impact donc réunit plusieurs associations donc en Indre-et-Loire, à la fois le GAPTO, donc groupement en agriculture biologique, l'ADR, donc l'ADR qui accompagne les agriculteurs à la fois dans l'installation ou dans la reconversion. Donc Alter Énergie qui travaille, c'est une association aussi de bénévoles qui travaille sur les questions énergétiques à la fois chez soi, enfin au niveau des habitations particulières, mais aussi sur les fermes. Et bon, à table, donc je l'ai dit tout à l'heure, donc un collectif de citoyens. Alors, pour maintenant, quand j'ai replacé le contexte, je pense que les différentes illustrations que je vais vous montrer, mon objectif, c'est qu'on voit bien l'importance d'avoir l'humain au centre, en fait, de tous ces projets. Alors, au niveau de la table, en fait, on travaille surtout sur un des axes, qui est de faciliter l'accès aux produits bio et locaux. Donc là, on parle du local, mais aussi du biologique. Et on a une démarche plutôt dans le sens participatif, c'est-à-dire qu'on est à la base des citoyens. Mais en fait, pour construire des outils, enfin, notamment par exemple un de nos guides qui finalement est très intéressant. Enfin, moi, c'est ça qui m'a donné envie d'être bénévole dans cette association. C'est en fait un guide papier où on trouve toutes les adresses des producteurs ou des magasins qui produisent donc du bio et du local. Mais ce guide, il ne s'est pas fait tout seul. C'est toute la démarche de travail qui a été fait pour réaliser ce petit guide. Ça fait partie justement de l'action de rapprochement entre le consommateur et le producteur, dans le sens où on a impliqué dès le début de la conception les paysans d'Indre-et-Loire, et pour que déjà ce soit un outil qui leur serve, et puis de voir avec eux qu'est-ce qu'ils voulaient mettre dedans. C'est-à-dire que dedans, on a mis des portraits aussi de producteurs. Et c'est... donc il y a eu une première édition en 2011 à 20 000 exemplaires, et 2 ans plus tard, parce qu'en fait... Ce qui est positif, c'est qu'il y a de plus en plus de producteurs bio en Touraine, donc ça c'est quand même positif. Donc il faut réactualiser, donc en 2014 on a refait une édition. Et l'intérêt de ce petit outil, c'est voilà, chez moi, comment je fais pour aller trouver du pain bio, enfin voilà. Et ensuite, on travaille aussi sur des recettes. Donc dedans, on a un certain nombre de petites recettes. Et enfin, l'idée c'est ensuite de faire vivre ça. Donc dans des manifestations, ou par exemple à la Guinguette de Tours, on a proposé des apéritifs avec participatifs, c'est-à-dire qu'on a amené des légumes crus
qui ont été produits aux alentours, et en fait tout un chacun pouvait venir cuisiner et ensuite donc manger ensemble. L'idée, c'est aussi de recréer du lien et puis de faire redécouvrir des goûts et de se dire oui, une betterave crue, ah oui, elle vient d'où, ah, c'est bon, une betterave crue, enfin voilà, il y a l'aspect aussi partager ensemble et découvrir des produits qui sont autour de chez nous. Donc ça, c'est des actions très concrètes, mais qui participent finalement, après vous allez le voir, à d'autres actions, et c'est un tout, c'est tout cet ensemble-là qui fait qu'on va avancer, je pense. L'autre chose qu'on fait à table, là, actuellement, on travaille sur une signalétique dans les magasins bio. Dans le sens où dans les magasins bio, quand on va dans un magasin, on ne voit pas forcément d'où viennent les produits, et l'idée, c'est d'aider en fait ces magasins à mettre en évidence les produits locaux et les aider également, montrer que derrière ces produits, il y a quelqu'un, donc en mettant en place des portraits de paysans. Voilà, ce n'est pas juste des étalages, mais c'est que derrière, il y a des gens qui vivent de ces produits. Et vous participez à une interconnaissance en fait commune entre les consommateurs, entre les producteurs, et du coup, en faisant de la communication, vous touchez un public peut-être un peu plus large. Ouais, je pense que c'est ça, c'est se connaître, apprendre à se connaître, et dès qu'on a... c'est un peu les AMAP permettent ça, par exemple, hein, on rapproche le consommateur et le producteur. Est-ce que je présente d'autres illustrations, enfin d'autres comme ouais. Tout le temps. Je sais qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui des acteurs très locaux aussi dans la salle qui sont venus on va aussi peut-être leur donner un peu la parole. Et pour avoir vraiment un échange, parce que là on a vraiment différents niveaux de la coopération territoriale, et on parle aussi beaucoup, il faut de l'humain, il faut des gens qui sont motivés, il faut des actions, et ces actions viennent aussi de grands enjeux qui sont définis, qui sont identifiés, et aussi de personnes au sein des territoires qui vont pouvoir se saisir de ces enjeux-là pour créer des dynamiques assez vertueuses. Voilà, donc il y a plusieurs acteurs que je vais inviter peut-être à témoigner de leurs initiatives. Je vois Jeff et Vanessa du Court-Circuit, vous devez connaître pour les Tourangeaux, un restaurant locavore, et Christophe Marquis qui a créé Panier de Touraine, qui est aussi un outil pour rapprocher les producteurs et les consommateurs. Peut-être leur faire passer un petit micro, et j'imagine qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser. Vous allez pouvoir compléter les informations que vous nous avez délivrées. Est-ce que quelqu'un peut leur passer un petit micro ? Non, ça ne peut pas. Donc bonjour, alors peut-être que tout le monde ne connaît pas le Court-Circuit, donc ça va être l'occasion de vous inviter à venir nous voir. Donc en fait, le Court-Circuit, c'est un café-restaurant qui se trouve 16 bis place de la Victoire. Je ne vous donnerai pas le numéro de téléphone parce que je ne le connais pas par cœur. Et l'idée de ce café-restaurant, c'est de travailler autour du local. Et donc notamment sur la cuisine et sur la partie, on va dire, café, avec des produits locaux. Alors on n'est pas à 100% produits locaux parce que le sel il n'est pas local, il vient de Guérande. Le café on l'a gardé parce qu'ouvrir un café sans mettre de café c'est un peu compliqué. Mais le torréfacteur est local. Et puis après on a quoi ? On a le poivre qui n'est pas local, on a le sucre. Mais ceci étant dit, ça n'empêche que même sur ces produits-là, on est quand même vigilant sur l'origine et sur la production. Donc ce projet-là, il met aussi en avant des initiatives locales. Donc on propose aussi des conférences, des rencontres, des débats, des concerts, des ateliers. Donc c'est un lieu qui est très vivant, très ouvert sur la vie locale.
Et on a, plus particulièrement quand on parlait de cette notion d'ancrage dans les territoires, on peut vous en parler puisque je sors avec Émilie de la rencontre avec les maraîchers avec qui on travaille, avec qui on était en rendez-vous pour planifier en fait les productions pour l'année à venir, de façon à ce qu'il y ait une cohérence entre ce dont nous on a besoin, ce que eux peuvent produire, un petit peu comme ce qu'on a dans les systèmes d'AMAP où finalement il va y avoir une vraie collaboration. C'est pas juste nous qui achetons des produits, mais aussi c'est eux qui nous proposent des produits et c'est comment ensemble on va permettre de développer des productions, de faire aussi des essais, puisque eux en fait étaient sur une production, une distribution de type AMAP au préalable. Aujourd'hui, on a été, je crois, leur premier restaurant avec qui ils ont travaillé et ça fait boule de neige puisqu'il y a aujourd'hui 2 autres restaurants qui leur prennent des légumes et on leur a proposé par exemple s'ils veulent faire des essais sur des variétés, puisque en fait le propre de l'agriculteur c'est aussi d'essayer des choses et s'ils veulent faire des essais sur des variétés, ils vont peut-être pas les faire sur un volume très important qui va pouvoir être distribué dans les paniers de la MAP, mais nous on s'est engagé à par exemple prendre ces volumes d'essais au restaurant pour ensuite les cuisiner. Donc c'est vraiment un partenariat, c'est-à-dire que ces volumes d'essais, ils vont servir éventuellement à eux ensuite lancer une production plus importante et à pouvoir la distribuer auprès des consommateurs publics de la MAP. Donc c'est vraiment ça aussi qui nous intéresse, c'est pas juste être acheteur de produits locaux, mais c'est comment aussi, de par notre activité, on peut insuffler une dynamique aussi bien au niveau de nos producteurs, des producteurs avec qui on travaille, mais aussi bien sûr en lien avec les consommateurs qui viennent chez nous. Alors ce matin, on entendait les chefs qui parlaient de la notion de donneur de leçons. Il est absolument hors de question qu'on soit des donneurs de leçons. En fait, on n'a pas fait ça parce qu'on veut convaincre le monde que c'est comme ça qu'il faut faire. On a fait ça parce que nous, on était convaincus que c'est comme ça qu'on voulait faire. Et après, à la suite, on travaille avec tous les gens qui tournent autour de nous et qui ont envie de travailler avec nous pour développer les choses, pour les faire évoluer. Le court-circuit, c'est un petit peu comme un être humain. On est passé de la petite enfance à l'adolescence et puis là, on est avec l'âge adulte et c'est sympa aussi. Donc là, on est vraiment dans un exemple concret des grands enjeux que tu nous as exposés, Valérie, et de dynamisation des territoires. Est-ce que tu peux peut-être réagir à cet exemple-là? Est-ce qu'il en faudrait peut-être plus dans ce style-là, en coopérant avec les politiques publiques ou Alors, je voulais vous poser une question. Vous avez un appui public? Vous êtes appuyé par la ville, la métropole ou la région? Ou comment ça se passe? Vous êtes totalement indépendant? Vous avez des subventions? Enfin, On est totalement indépendant. Alors, on est totalement indépendant sur le montage du projet, sur le fonctionnement. On a juste du fait que on est en SCOP, on n'est pas une association, on est vraiment un restaurant. Donc le système de la SCOP, c'est les sociétés coopératives ouvrières de production. Donc on est 6 associés salariés plus 2 salariés, on est 8 salariés en tout. Et en fait, du fait qu'on est une SCOP, on a eu une aide, un cap SCOP, qui nous a permis d'avoir une subvention par rapport au capital qui est obligatoirement en fait à utiliser pour le développement et l'investissement dans le lieu. C'est-à-dire que ça ne sert pas à payer des salaires ou quoi que ce soit. On est obligé en fait de l'utiliser pour le développement ou pour générer en fait des projets liés à l'activité du lieu. Donc c'est la seule subvention qu'il y a eu. Et il faut savoir qu'au départ, c'est Jeff qui est à côté de moi qui a monté le projet et que ça a été un projet qui a été monté en fonds propres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de prêt bancaire parce que les banques rencontrées ont trouvé le projet absolument génial,
Mais par contre, si vous pouviez déblayer le terrain avant qu'on commence à se lancer, à donner des sous pour construire ce genre de projet, ça nous arrangerait. Donc voilà. Et en sachant que l'équipe, dans l'équipe, il n'y a aucune personne qui est cuisinier. Il y a, on va dire, sur les 8 personnes, je suis peut-être celle qui est le plus dans l'alimentation, puisque j'y suis depuis très longtemps, je suis diététicienne aussi. Mais grosso modo, on vient tous d'univers très différents, on a des activités autres à côté. Et on est juste des citoyens, en fait, qui sont convaincus par quelque chose et qui avons décidé, en fait, à un moment donné, de ne pas attendre que les politiques locales ou les politiques publiques, nationales, régionales ou quoi que ce soit donnent les moyens. Mais on s'est dit que les moyens, nous, on avait des ressources aussi, qui étaient peut-être pas que financières, et qu'on pouvait les mettre à disposition aussi pour créer des choses. Mais du coup, ça enchaîne avec la question, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se font, des politiques territoriales qui encouragent le développement d'initiatives comme ça, et notamment au niveau des professionnels? Parce qu'on pense, voilà, là, on fait la promotion aussi du bio et du local pour les consommateurs, mais est-ce que pour les restaurateurs, demain, il y aura une politique particulière pour aider à la livraison, je sais pas, au groupement de commandes, par exemple? Alors, à vrai dire, pour les restaurateurs, j'en ai pas idée. Pour les agriculteurs, les producteurs, oui. C'est le deuxième pilier de la PAC. Aujourd'hui, depuis 2 ans, ces fonds structurels sont décentralisés aux régions. On a beaucoup de régions qui ont lancé des appels à projets pour justement favoriser l'installation ou les transitions de certaines productions, ou pour favoriser aussi, par exemple, une fois que une offre est structurée, ou en tout cas identifiée, qu'elle puisse aller vers les restaurateurs locaux. Ça existe, c'est sur les FEADER. On a une problématique, c'est que ces fonds ont été décentralisés il y a 2 ans. Les régions donc ont lancé des appels à projets, des appels à propositions. Les acteurs des territoires y ont répondu de façon importante. Et voilà, tout ça est en cours. Et puis, hélas, l'agence de paiement de l'État ne s'est pas décentralisée. Donc, on a des gens qui se sont lancés dans des opérations. Et il y a des gens qui ont des problématiques de trésorerie assez importantes. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que c'est pas très évident la décentralisation en ce moment. Donc voilà. Je vois en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu un projet, alors c'est pas un projet, c'est un programme, c'est une application qui n'est pas un lieu de rencontre et de vie, mais c'est une application qui a été financée, je crois, par la direction tourisme et culture de la région sur l'ancien mandat, où ont été identifiés tous les producteurs durables et responsables, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que donc vous vous promenez dans dans l'Aquitaine, et vous avez partout des petits warnings. Là, vous avez un producteur de céréales très intéressant. Là, vous avez un fabricant de jambon, etc., etc. Je trouve que les technologies, on les appelle plus nouvelles maintenant. Comment on les appelle? Le numérique. Le numérique peut être un outil indéniable. Du côté des restaurateurs, je suis en train de me demander, on a quand même au niveau régional des appuis au montage de certaines chartes des restaurateurs, des labels, les restaurateurs, vous me faites comme ça. Je vous dirais qu'à l'international ça existe. En France, je pense qu'aussi on a les restaurateurs des parcs, par exemple les labels parcs. Je pense à parcs naturels régionaux. Donc c'est une forme, une distinction particulière, hein, une forme de d'AOC ou d'IGP, je ne sais pas comment on peut les appeler. Mais c'est vrai que pour les restaurateurs même, je ne sais pas. Ça vaudrait le coup de travailler sur ces sujets. Bistrot de pays. Bistrot de pays. Probablement. Oui, moi je peux peut-être, donc pas au niveau des restaurateurs en ce sens-là, mais je pense que ça me permet de faire une petite transition sur la restauration collective. Et je pense que finalement il y a quelques problématiques que rencontrent des restaurateurs qui rejoignent finalement le besoin qu'il y a aujourd'hui en termes de questions logistiques. Je vais prendre donc, parce que le réseau Impact accompagne justement ce besoin qui est aujourd'hui l'approvisionnement de la restauration collective, qui est un objectif qui est quand même porté par de plus en plus de collectivités.
Il y a la CIVAM 36 donc, qui a travaillé beaucoup sur la question. Et donc, ils avaient fait une étude pour regarder quelles étaient les difficultés. Parce que l'idée, c'est bien de partir des difficultés et des besoins à la fois des producteurs et à la fois de la restauration collective. Donc, je vais vous lister les quelques points. Donc pour les producteurs, en fait, la difficulté, une des difficultés, c'est de rentabiliser les livraisons. C'est-à-dire que c'est difficile d'aller amener leurs produits dans tous les points de restauration collective. Il y a un temps de travail important pour investir ce nouveau marché. Il y a des besoins de planification et d'anticipation en fait, pour organiser tout ce travail. Donc ça, c'est du côté des producteurs, ce sont les freins qu'on remarque un peu dans tous les secteurs. Et du côté de la restauration collective, en fait, c'est une méconnaissance de l'offre. Il faut savoir où sont les producteurs. Donc effectivement, des bases de données, c'est peut-être la base, mais après, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a aussi des difficultés pour s'approvisionner. Parce qu'on a parfois des commandes trop importantes ou trop faibles. Donc voilà, faut ajuster tout ça avec les paysans du territoire. Il faut un temps de travail important pour trouver les fournisseurs, etc. Donc une fois qu'on a fait ces constats, on se dit, bon bah voilà, comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on peut améliorer. Et donc le CIVAM 36 a mis en place une structure collective qui permet à la fois de centraliser la gestion commerciale, de coordonner donc l'offre et la demande, et puis d'optimiser en fait les flux logistiques pour la livraison. Donc il y a une plateforme virtuelle qui vient juste d'être créée. Ça fait depuis 2017 en fait qu'elle est mise en place, mais je pense que on va de plus en plus, enfin on en a besoin dans tous les territoires, quoi. Il n'y a pas que dans l'Indre qu'il y a ce besoin-là. Mais ça nécessite finalement de faire se rencontrer deux mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Donc voilà, les paysans et puis les cuisiniers. Les cuisines, alors chez nous on a beaucoup de cuisine centrale, donc ça peut poser aussi des questions au niveau d'échelle. Parce que il faut aussi retravailler sur l'emploi et faire en sorte que l'emploi local ne soit pas, ne disparaisse pas. Donc il faut aussi réfléchir aux échelles pour préparer tous ces repas qui sont nécessaires. Mais ça peut au contraire développer l'emploi. Et pour ça, il y a un besoin de faire se réunir. Donc j'ai parlé des cuisiniers, j'ai parlé des producteurs, mais à la fois les parents, les enfants, quand on parle de la restauration scolaire, mais après on peut travailler aussi avec les EHPAD, etc., avec les personnes retraitées. Et puis, je pense que j'oublie plein d'acteurs. En tout cas, le citoyen est au cœur de ce dispositif, et donc les collectivités, qui sont aujourd'hui en demande. Mais il y a besoin de travailler ensemble, et ces espaces d'échange. Donc, ça peut-être. Je pense que vous avez dû voir ça dans plusieurs programmes alimentaires territoriaux, mais ça nécessite de recréer des choses et des dynamiques. Et à mon avis, c'est les mêmes questions auxquelles sont confrontés les restaurateurs. Mais c'est une nécessité de coordination. Mais ce que disait Anna, c'est qu'il y a besoin de moyens humains pour animer cette coordination-là. Et je pense que c'est un peu là que le problème se pose. Voilà, parce que les collectivités, les institutions manquent de personnel pour justement jouer les animateurs. Il y a plein de structures qui essayent de rattraper ce manque-là, qui font des associations qui font comme elles peuvent avec les moyens qu'on leur donne pour justement essayer de recréer du lien entre tous ces acteurs-là. Mais c'est un problème. Est-ce que l'exemple du court-circuit montre aussi qu'il y a peut-être un manque à un moment donné, un manque dans les politiques publiques
Oui, mais alors peut-être juste parce que la restauration collective, c'est effectivement apparu comme un levier et on en parle beaucoup. Et c'est juste que la restauration collective, c'est pas uniquement, enfin le système alimentaire ne se base pas que sur la restauration collective. Et je pense que l'exemple d'un restaurant là souligne bien le fait que effectivement quand nous on essaie de rassembler les acteurs, c'est à peu près toujours les mêmes acteurs qui viennent, que derrière on a du mal à mobiliser tout ce qui est industrie agroalimentaire. En gros, le gros du système alimentaire, donc la grande distribution, les industries agroalimentaires, les professions indépendantes, donc tout ce qui est artisan et restaurateur. Et donc peut-être pour répondre à votre question, je pense qu'il peut y avoir des aides si vous derrière vous justifiez d'un rôle de développement durable ou social. Donc les aides peuvent être côté développement durable. Par contre, les aides économiques, pour l'instant, pour ce qui est de la durabilité, moi j'étais allée voir la Chambre des métiers à savoir s'ils avaient des formations justement et des aides à la constitution de marché, ne serait-ce que pour réfléchir avec les artisans et les métiers de bouche à l'approvisionnement local. Ça ne leur parle absolument pas, enfin en tout cas en Gironde, parce que bon, elles sont départementales, c'est des choses auxquelles elles ne réfléchissent absolument pas, comme la CCI ou autre. Enfin, il y a d'autres acteurs qui sont, parce que quand on fait des cartographies d'acteurs, on va voir les têtes de réseau en se disant c'est des acteurs qui parlent pour la profession qu'ils représentent. Et derrière, en tout cas ces questions-là sur les têtes de réseau, et c'est peut-être par là qu'il faut commencer, parce que derrière s'il y a des aides, que ce soit en termes de formation ou en termes de financement ou des aides techniques, ce ne sera pas uniquement les pouvoirs publics, ce sera également les accompagnateurs et tout ce qui peut être chambre consulaire ou autres acteurs qui sont au plus proche des acteurs privés et indépendants qu'on a plus de mal à saisir. Alors, avant de reprendre une question, Valérie, je crois que tu voulais répondre aussi à la question de Jeff. Ou s'adresser dans une région quand on a un projet comme le vôtre et qu'on veut un soutien ou qu'on veut plus de visibilité, ou peut-être aussi agir en réseau, parce que l'intérêt de votre initiative, qui est plus qu'une initiative, de votre scope, de votre projet, de votre programme, outre son intérêt réel, et c'est aussi son intérêt pour le faire se dupliquer ailleurs, parce que de telles initiatives méritent attention. Et c'est vrai que quand on traite de ces sujets, c'est toujours très compliqué, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les collectivités fonctionnent quand même assez en silo, et que là, vous êtes au cœur de plein de politiques. Donc ça vaut le coup d'aller voir quand même la direction de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a des appels à projets, etc. Le marketing territorial aussi, donc c'est tout ce qui est DEVECO, parce que vous êtes au cœur de tous ces sujets, mais aussi la direction de l'agriculture, l'alimentation, la forêt, puisque là, vous êtes un outil de choix au cœur d'une métropole pour valoriser des produits locaux. Voilà, donc il y a des savoir-faire. Mais ça vaut le coup d'y aller. Et parce que je crois aussi que les régions sont en train de construire, donc suite à la fusion, suite aux élections, etc., nouvelles régions, on est en train de construire des schémas de développement durable des territoires qui seront terminés dans 1 an, qui seront prescriptifs pour les autres collectivités du territoire. Et peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. Je pense qu'ils doivent vous connaître, mais je l'espère. Mais ça vaut le coup d'y aller. Voilà. Je crois qu'il faut aussi, à l'heure où les régions sont en train de construire leur grande stratégie pour les années à venir, il faut que les acteurs aillent les voir. Et je crois qu'il y a quand même, alors c'est peut-être pas toujours très simple d'accès, mais en même temps, il s'agit de passer un coup de fil et de regarder déjà. Il y a énormément d'appels à projets dans les régions et dans la vôtre notamment. Avec Christelle de Crémier, vous avez une des rares vice-présidentes à l'alimentation. Donc il y a quand même beaucoup de choses à développer, me semble-t-il. Merci. Madame, vous avez une question ? Une question, une observation et une information. Vous parlez de groupe de travail, l'importance de se parler. Moi, je voudrais vous dire que ce groupe de travail que vous évoquez, multipartenaire, il existe au niveau de l'agglomération de Tours, puisqu'on a un groupe qui travaille depuis le mois de mars l'an dernier sur un projet alimentaire territorial, tout à fait dans le sens que Madame Fauché évoquait. Donc il y a, autour de la table, il y a Impact 37, la Chambre d'agriculture, la SAFER, le lycée agricole, des chercheurs, des élus. En fait, il y a 24 partenaires autour de la table. On a fonctionné en atelier, donc avec des objectifs d'un premier livrable. On a commencé en mars avec un premier livrable qui était au mois de juin et qui visait à identifier des actions pour que la métropole, après, puisse enchaîner derrière. Donc, il y a eu des actions, il y a eu 11 orientations qui ont été hiérarchisées
4 actions. Donc, une des actions est la restauration collective. Derrière, on a identifié donc les superficies qu'on avait besoin pour alimenter donc les collégiens et les écoliers donc de toute la métropole. On a aussi regardé donc le potentiel pour nourrir les 300 000 personnes de la métropole. Donc, il y a eu différents scénarios. Et là, il y a 3 groupes de travail qui poursuivent cette démarche-là. Donc, quand vous évoquiez en tout début, je ne sais pas à quel échelon il faut commencer, mais c'est vrai que nous, on a commencé au niveau donc, de la métropole, sous une commande du président de Tours Métropole, bien évidemment. Et aujourd'hui, les choses sont lancées et on espère que ça va suivre avec tout le reste des échelons, quoi. Mais on a déjà produit donc 2 livrables qui, je pense, sont assez intéressants au niveau donc des actions, de la mise en place de ce partenariat. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il y a eu des enquêtes de fait pour connaître l'offre et la demande, et donc des enquêtes auprès des restaurations collectives, des restaurateurs, auprès de systèmes comme les AMAP, les marchés, les transporteurs. Donc on a on a une connaissance, une matière importante qui nous permet donc, qui devrait nous permettre d'aller vraiment vers l'action chiffrée et réalisée, quoi. Oui, ce que vous soulevez est important, c'est en fait la connaissance fine des enjeux d'un territoire qui est importante dans la construction en fait de ces systèmes alimentaires. Juste pour information, donc le président de ce groupe de travail, Monsieur Le Tarnac, va être à la plénière tout à l'heure, donc s'il y a des questions. Donc il pourra nous en dire plus. Monsieur à côté, vous aviez une question aussi peut-être pour... Bonjour. Donc moi je suis sociologue. J'étais enseignant-chercheur à l'École supérieure d'agriculture d'Angers et je fais partie du groupe de travail que vient de vous présenter Céline. Donc je voulais vous dire un certain nombre de choses concernant un terme de bilan. Alors premièrement, il faut repérer dans cette action le fait qu'il y a une commande politique très forte qui arrive à un moment opportun. Je suis membre du conseil de développement et dans le projet métropolitain, j'avais repéré cette ligne. Et au niveau du conseil de développement, j'avais essayé d'engager le renforcement de cette politique. Tant et si bien que je fais partie du groupe de travail. Donc totalement intégré à l'ensemble des partenaires. Et ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, derrière ça, on est en train de mettre en place une véritable agriculture urbaine. Alors je sais que ça ne plaît pas à madame, mais je vais la définir, cette agriculture urbaine. C'est une agriculture qui est en lien fonctionnel avec la ville, mais qui est bien sur les territoires ruraux et qui rend vivant les territoires ruraux en question. Et ce qui est très important dans ce développement de l'agriculture urbaine, c'est que d'une part, elle est professionnelle, mais d'autre part, elle est amateur. Et ce matin, vous avez entendu le maire de Tours qui évoquait les jardins ouvriers. Maintenant, on dit familiaux. L'idée qui transparaît derrière tout ça, c'est aussi un renforcement des jardins familiaux. Et c'est très très important, parce que dans tout ce que vous avez dit, avec lequel je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas oublier l'implication de la population locale. Il n'y aura aucun projet de développement alimentaire territorial qui pourra réussir si la population n'est pas convaincue que ça va, d'abord, ça renforce son identité alimentaire, que ça lui apporte des éléments de santé et de qualité, et même, moi je vais beaucoup plus loin dans mes travaux, c'est-à-dire même s'il n'y a pas une complicité avec les producteurs, parce que ce sont les producteurs locaux, ce sont les consommateurs locaux qui feront la promotion des produits locaux. Alors, on l'a vu, il y a la politique publique qui est mise en œuvre à l'échelle de la métropole. Derrière, ce qui est essentiel, et vous l'aviez dit aussi, hein, et madame l'a rappelé, c'est la coordination. C'est-à-dire que, en fait, rien ne fonctionne dans ce genre de truc si les gens ne sortent pas du marché. D'une certaine manière, je vais prendre le contre-pied de ce qu'a dit le monsieur de Ralis tout à l'heure, qui faisait référence constamment au marché. Le marché aveugle.
je me rends compte qu'à chaque fois que des projets locaux démarrent, on est hors marché. C'est-à-dire, on a d'un côté des collectivités locales ou publiques qui vont, par l'impôt, engager des actions fortes, d'une certaine manière hors marché, et d'autre part, on va avoir des individus qui vont s'associer à la démarche, parce que ça fait partie d'une valorisation de la vie sociale. Alors cette notion d'agriculture urbaine, elle est très très importante parce que elle associe bassin de production et bassin de consommation, et donc elle se retire du concept de filière qui est, elle, une vision purement marchande, avec toutes les limites que ça peut avoir. Et alors après, conclusion, on a cette initiative Court Circuit, on en a une autre, je crois que vous en avez parlé, ce groupement-là qui fait le lien entre les différentes productions qu'il y a en Indre-et-Loire et les consommateurs. Il y a la politique des collectivités qui va se focaliser sur la restauration scolaire, et on espère que dans le futur, compte tenu des potentiels d'installation d'agriculteurs, eh ben, on va pouvoir rentrer dans un cercle plus que vertueux. Oui, je suis très d'accord avec vous sur la question de l'interface qui devrait être créée entre le marché et l'alimentation. Là, il y a un vrai sujet, mais ça veut aussi dire changer les paradigmes, totalement les paradigmes du développement qu'on a choisi depuis 50 ans. Donc là, on peut parler de transition. Sur l'agriculture urbaine, alors évidemment, je faisais un peu de sémantique. Effectivement, c'est fondamental. C'est fondamental de végétaliser au maximum, de donner accès à des jardins familiaux, jardins ouvriers, ou comme à Paris, par exemple, on a un permis de végétaliser en ce moment. Et si vous découvrez un petit endroit, un petit espace vert, et que vous avez envie de le végétaliser, d'y mettre des légumes, vous pouvez aller demander votre permis, etc. Il y a un exemple qui est très beau, c'est la métropole de Montréal. Depuis 10 ans, la métropole a fait le pari de mettre la totalité de sa population au jardinage. Donc on appelle ça de l'agriculture urbaine. Et en 10 ans, on a plus de 50% de la population qui fait de l'agriculture, qui fait son petit jardin, qui fait... Voilà, 53%. Et aujourd'hui, on a aussi constaté un changement radical en 10 ans, parce que c'est beaucoup 10 ans, c'est pas beaucoup 10 ans dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de nos fonctionnements, de consommation. On a une population qui est beaucoup plus consciente, d'abord du vivant, de la saison, etc. Et pourtant, on est à Montréal, donc on est moins dans des territoires privilégiés comme les nôtres. Et c'est vrai que garder le vivant en ville, garder le jardin pédagogique dans les écoles primaires, c'est fondamental. Il faudrait qu'on ait dans toutes les écoles. On a aussi des exemples comme les incroyables comestibles, etc. Là aussi, c'est ces jardins partagés extraordinaires. Je pense qu'on a aussi des réseaux tels que les réseaux d'éducation populaire. Il faudrait s'approprier ces sujets aussi, parce qu'on a une jeunesse qui est déconnectée. Et là-dessus aussi, la consommation, elle sera influencée par ces pratiques-là. Le retour au vivant, etc. Donc complètement d'accord. J'avais une question à vous poser et à te poser aussi, à savoir si dans vos ateliers, vous aviez associé justement les différents services et les services aménagement, parce que nous, à Bordeaux Métropole, on est quand même sur un objectif de métropole millionnaire, et à côté de ça, on veut préserver des terres agricoles, et donc parfois on tire dans les deux sens, qui sont complètement incohérents. Donc je voulais savoir si vous arriviez à associer par exemple des politiques d'aménagement, et je voulais demander à la région aussi, parce que quand on voit les politiques économiques de la région, parfois on peut se demander effectivement si la politique alimentaire finalement c'est pas un peu à la marge pour satisfaire une espèce effectivement de demande locale ou de demande citoyenne, mais qu'à côté de ça, on reste quand même sur un schéma global qui est celui du développement économique et sur un prisme prioritaire qui est celui du développement économique et qui finalement n'est absolument pas compatible avec ce qu'on essaie de faire par ailleurs. Donc, double question. Oui, bien évidemment, ces questions donc, de superposition d'enjeux sont prises en compte et sont discutées pour plusieurs raisons, parce que cette démarche-là est animée entre autres par l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours, qui a l'habitude donc de travailler ces différentes thématiques. Et il y a même été question, donc, dans le cadre du projet global du SCOT, de restituer, donc c'était un objectif de restituer donc 400 hectares
à l'agriculture. Et dans le cadre de cette démarche sur le projet alimentaire territorial, la question a été de dire, justement, ces 400 hectares qui ne sont pas aujourd'hui identifiés, bien évidemment, c'est dans le cadre de chacun des documents d'urbanisme, mais ces 400 hectares, puisque c'est des secteurs de proximité, donc en périphérie vraiment de la ville immédiate, pourraient être versés donc à une agriculture alimentaire. Donc effectivement, l'ensemble de ces enjeux-là sont discutés au sein de cette politique. Alors, je me permets, du côté des régions, c'est vrai que c'est compliqué, mais du coup c'est intéressant parce que on oppose souvent DevEco et alimentation durable et responsable. C'est-à-dire que c'est pourtant du DevEco, ce que font du développement économique, ce que font ces jeunes et toutes ces initiatives. Là, on a un vrai travail pédagogique à faire. Donc là, c'est vraiment les tissus associatifs qui peuvent avancer, les initiatives comme les vôtres, etc. C'est pour ça que nous, mon institution, depuis 4 ans, on est parti plutôt du territoire pour... nous les techniciens, pour faire remonter toutes ces initiatives et les utiliser comme argument près de nos politiques, leur donner des outils de pilotage et leur montrer qu'il n'y a pas d'antinomie, que c'est le même sujet et que le durable, c'est la problématique, c'est que le durable, on est hors de l'agenda politique. Et ça, il faut sans arrêt être conscient et le rappeler. Et ça, ensuite, c'est de l'engagement, quoi. On porte cette politique ou pas. Mais c'est vrai que quand on parle de la transition, on ne va pas la faire en 4 ans, hein. On ne va pas la faire en 4 ans, c'est pas possible. Donc on a des outils quand même au niveau des régions et notamment donc le SR2I, ces nouveaux schémas, vous savez, avec la réforme de 2015, la réforme de la loi NOTRe. Donc les régions ont dû faire dans la première année de leur mandat un schéma de développement économique, le schéma régional d'internationalisation, d'innovation, de développement, je ne sais pas quoi. Et là, moi je sais qu'on a beaucoup bougé, alors l'ont-ils fait ou pas, je n'ai pas tous les retours. De nombreuses régions ont mis l'agriculture locale, durable et responsable comme un outil de développement économique. Donc ça induit évidemment certaines autres politiques, notamment les politiques foncières. Ensuite, on est en train d'écrire les SRADET, c'est les schémas régionaux de développement, d'aménagement du territoire durable, etc. etc. Désolée, je suis très mauvaise avec les acronymes, il y en a beaucoup trop. Et là, on essaye de faire des réserves écologiques, on essaie de faire des réserves foncières, mais encore faut-il que vos présidents et que les élus concernés les portent. L'info est passée. Ensuite, à voir ce qui se passe sur le territoire, parce que là, on a une rencontre effectivement entre l'État, les régions, les consommateurs, donc faire du bottom-up pour apporter de l'information, apporter à manger, apporter de l'argument, apporter des outils de pilotage pour les élus. Je crois qu'on a un vrai plaidoyer à faire, et en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'initiateur. Il y a du travail à faire, c'est pour ça qu'il vaut mieux être ensemble et en réseau pour influer sur ces politiques publiques. Voilà. Et ce sont des sujets qui vont être, je pense, largement débattus dans la table ronde qui suit, justement sur les leviers des politiques, les leviers à actionner. Mademoiselle. Je vais passer. Je voulais juste vous dire, d'un point de vue économique, vous savez, au niveau de l'agglo, de la métropole, on a identifié qu'on avait besoin d'à peu près 30 hectares pour nourrir tous les... C'est rien 30 hectares à l'échelle d'une agglo, donc il y a des choses à mettre en place. La question du foncier, ça a été une des actions prioritaires qui fait partie aujourd'hui d'un groupe de travail qui travaille là-dessus. Et au niveau économique, il y a des expériences pour avoir du local bio dans les cantines, donc on estime que c'est à peu près 20 centimes supplémentaires par repas, donc, parce qu'il y a des expérimentations là-dessus. Donc quelque part, sur certains points, avec une volonté politique, je pense qu'on peut aller assez vite, je pense. Avec une volonté politique, voilà, c'est ça, c'est très important. Parce qu'il nous manque beaucoup de données aussi. Moi, j'ai un vrai problème d'argumentation, c'est qu'il nous manque des données, c'est-à-dire qu'on n'a pas de la prospective. On commence simplement à intéresser la Caisse des dépôts pour faire une prospective précise emploi. Sur 5 ans, si je passe les 3/4 de mon agriculture conventionnelle chimique à une autre agriculture, dans les 5 ans, qu'est-ce que ça représente en termes d'emploi? Et ça demande... on n'a pas de données fiables. Non. Non. Je voulais juste ajouter, par expérience en tant que diététicienne, là, ça fait 22 ans maintenant que je suis diététicienne et ça fait 12 ans que je suis à mon compte et j'ai beaucoup travaillé sur la restauration collective, enfin sur et dans la restauration collective et notamment sur la question du bio.
J'ai été référente pour la FNAB sur la région centre en tant que diététicienne. On a eu des super formations, c'était génial. On s'est retrouvés avec plein de cuisiniers, de diététiciennes de toute la France et tout, c'était super. Il y a eu juste un petit bémol, c'est quand on a commencé à demander et concrètement pour intervenir donc sur les territoires, si on intervient, on est payé comment? Ah ben là, va falloir faire un petit effort. Donc voilà, en fait, il y a des sous pour faire des formations, pour expliquer ce qu'il faudrait faire. Mais il n'y a pas, après, il manque un chaînon, en fait, entre le haut et puis sur le terrain. Et donc moi, j'avoue que j'ai passé près de 10 ans à m'occuper de la restauration collective, pas que ça, mais entre autres. Et d'expérience, ça fait 1 an que je suis dans l'expérience du court-circuit. Sincèrement, je remarque que c'est beaucoup plus facile de travailler dans un restaurant et d'avoir un accès direct à des consommateurs, et l'impact est beaucoup plus grand que ce qu'on avait sur la restauration collective, qui est sur une population qui est une population captive, comme on dit, qui n'a pas forcément demandé à manger bio ou etc. C'est souvent 1, 2, 3 personnes qui ont envie de ça et qui vont effectivement l'insuffler. C'est très courageux et il faut continuer, hein, on est d'accord et tout ça, mais juste pour dire que l'impact, il est beaucoup plus efficace sur la restauration privée et sur la restauration de restaurants de ville que sur la restauration collective. Or, en fait, ces questions-là, moi, ça fait 10 ans que j'en entends parler, j'en ai jamais entendu parler sur ce domaine-là, sur la restauration privée. Donc je pense qu'il y a un gros enjeu sur ce domaine-là, et qu'effectivement, si vous faites le tour des restaurants dans n'importe quelle commune ou dans n'importe quelle ville, les restaurants qui cuisinent déjà du frais, vous pouvez les compter sur les doigts de la main. Les restaurants qui cuisinent du local, vous pouvez déjà enlever une main. Et les restaurants qui cuisinent sur du frais et du local, un doigt vous suffira. Alors là, je donnerai juste pour vous répondre. La question de la restauration collective, nous, les régions, si on s'est emparé du sujet, c'est pour promouvoir l'agriculture de proximité. Et ensuite, l'utiliser comme levier d'information, etc. Ce dont vous parlez est un peu... Voilà. L'idée, c'était évidemment qu'on a de la conscientisation et de l'information aussi à côté de tout ça, mais l'idée, c'est vraiment de renforcer l'agriculture locale. Ben, on est... Alors justement, on est en train, il y a effectivement un travail important depuis 2 ans sur les régions qui sont emparées du sujet, d'abord d'identification de l'œuvre, de la structuration, de la formation et de l'adaptation. Il y avait une jeune fille là qui attend depuis longtemps avec le pull gris. Ça oui. Voilà, ça marche. Bonjour, je m'appelle Marinette, donc je fais des études en sciences sociales de l'alimentation. Et donc j'avais une question, parce que on parle de circuits courts, du local, des choses comme ça. Donc je pense que dans la salle, on est tous convaincus par ces choses-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on observe un engouement pour ce sujet, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand même 90% des achats alimentaires se font en grande et moyenne surface. Donc ma question, c'était, est-ce que justement, il y a des dialogues entre les territoires, des choses comme ça, et les grandes surfaces? Est-ce que même ou entre les producteurs locaux et les grandes et moyennes surfaces, et voilà, et comment un peu ça se passe par rapport à ça, parce que je pense que c'est vraiment voilà, c'est l'alimentation de tous les jours. Bien sûr, il y a les restaurations collectives, la restauration commerciale, il y a des marchés de plein vent, des AMAP, des choses comme ça, mais le gros de l'alimentation des Français quand même, c'est vraiment ça, la grande surface. Donc voilà.
Oui. Si c'est très clair ma question. Si, c'est clair, c'est très très clair. Non, mais c'est une réalité. Ce que je disais que quand on réunit les acteurs, on a surtout des acteurs dits alternatifs, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais effectivement, on touche une population qui est très très marginale, quoi. Donc on essaie de les associer, c'est pas des acteurs qui viennent souvent. Après, il y a ce qu'on appelle les politiques de RSE des industries agroalimentaires et des grandes distributions. Ici intéresse, on connaît tous les labels qui commencent à construire sur Reflet de France ou autre, enfin tout ce qu'ils font. Il y a des portraits de producteurs, il y a des initiatives. Carrefour bosse avec la ferme d'avenir sur la question des légumes anciens. Il y a eu la réflexion sur les légumes moches. Donc ils s'y mettent aussi parce qu'ils sont en train de voir que c'est ce qui arrive, c'est la demande du consommateur, donc ils s'y mettent. Après, je pense que j'avais lu un chiffre, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais je pense qu'en termes d'approvisionnement en local des grandes distributions, ça représente entre 1 et 3%. Ils passent par des centrales d'achat et ils ont une marge de marché de gré à gré qui est très très faible en fait. Après, tout le monde sait que déjà ils ne fonctionnent pas tous pareil, ils ne sont pas tous par centrale d'achat, il y en a qui sont plus indépendants, qui ont le choix de faire... et après, il faut qu'ils puissent renégocier proposer aux producteurs des contrats où ils sont moins oppressés à la fois sur les coûts, sur les volumes, sur les prix payés aux producteurs. Il y a des choses qui ne sont pas encore exactement acceptables pour les producteurs. Mais les producteurs travaillent beaucoup avec la grande distribution. Et il y en a à qui ça va très bien. Je pense que les producteurs, il ne faut pas les idéaliser non plus. Il y en a, ils ne sont pas forcément intéressés à voir à qui ils vendent. Enfin, ils sont là pour produire et ils donnent leur production à une coopérative ou à une grande distribution. Ils ne sont pas intéressés à voir... Donc il y a quand même le gros du système qui marche comme ça et qui continue à marcher comme ça. Après, il faut arriver, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est des modèles inclusifs. On est aussi avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui n'ont pas envie de travailler avec les grandes distributions, qui n'ont pas envie de travailler avec l'industrie agroalimentaire. On est sur des principes de diabolisation aussi de ces acteurs-là. Il y a des blocages dans les deux sens et c'est le gros des discussions, à savoir, est-ce qu'on travaille avec la grande distribution et est-ce qu'on travaille avec l'agriculture conventionnelle. Dans les instances de gouvernance qu'on anime, c'est les deux débats qui reviennent et qui sont effectivement des débats de fond, parce que c'est des débats de modèles qui reviennent à chaque fois. Nous, on est sur des postures inclusives, où il faut travailler avec tout le monde, parce que sinon on touche qu'une population marginale. Mais et juste, est-ce que, il y a des politiques qui interviennent pour éviter, par exemple, comme on a dit l'exemple de la tomate, par exemple, je crois que c'était dans cette conférence, qu'une tomate, par exemple, qui est produite, en Chine et qui revient, donc est-ce que non, parce qu'on a une organisation mondiale du commerce qui est basée sur un libre-échange total et qui ne met pas de règles à ce genre de choses. Après, les communes ont simplement pour dire que les communes ont des leviers sur ça et peuvent décider, quand elles donnent des permis de construire ou des permis d'installation à différentes grandes distributions, elles peuvent mettre des critères dans les cahiers des charges. C'est possible. Il y a des leviers. Il faut avoir le courage de les utiliser. Natacha. En fait, c'est vrai que c'est très compliqué cette question de grande distribution. Moi, très franchement, je vois pas comment on peut s'appuyer sur un acteur économique comme celui-là qui n'a pas forcément, qui a au début que la question de l'économie et qui est dans un groupe très important. Ce n'est pas juste un Carrefour quelque part. En fait, moi j'ai vraiment l'impression que si on veut réussir à avoir de l'agriculture de proximité et bio, si possible, et avec des paysans qui sont qui ont un revenu décent, très franchement, je vois pas trop comment est-ce qu'on peut travailler avec la grande distribution. Je n'ai pas d'exemple en tête vraiment qui nous a montré que c'est possible. Donc c'est pour ça que moi j'ai plutôt le sentiment que c'est le consommateur et le citoyen et les politiques, effectivement, les collectivités qui vont pouvoir faire bouger les choses. Après, c'est sûr qu'il y a des acteurs qui font du lobbying au niveau européen pour que ça change, les grandes institutions de l'OMC, enfin l'Organisation mondiale du commerce. Mais à quel pas de temps, je pense qu'on ne peut pas attendre ça. Et donc, à mon avis, c'est sûr qu'il faut plutôt que ce soit au niveau local. Et on voit
que le paysage est en train d'évoluer. Je vais effectivement saluer le travail qui a été fait par Tour Plus et maintenant la métropole. C'est vrai que le fait que la collectivité et les politiques s'emparent de cette question de la terre agricole et voilà, qu'est-ce qu'on veut à côté de chez soi, ça c'est vraiment important et c'est pour ça que le réseau Impact donc travaille main dans la main avec les autres acteurs, vous l'avez dit, champs d'agriculture, etc., pour installer des agriculteurs bio proches de chez soi. Donc je voulais juste revenir là-dessus parce que ça me semble vraiment important, le travail qui est fait donc à côté de chez nous, c'est-à-dire que on a un exemple à Fondette. Il y a eu en 2014, grâce à la collectivité donc qui loue en fait des terres à une maraîchère donc qui a pu s'installer. Et c'est un projet, je dirais, exemplaire dans le sens où ça a été pensé dès le départ sur l'installation, mais jusqu'à la distribution. Et donc, elle travaille notamment avec un syndicat mixte de la restauration collective. Donc, c'est des choses où on voit que localement, on peut aller de l'installation d'un maraîcher jusqu'à la consommation, jusqu'à l'assiette, quoi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que effectivement aujourd'hui, avec la demande donc qui est croissante, il y a quand même un travail à faire sur l'offre et s'installer en tant que maraîcher, ou en tout cas en tant qu'agriculteur bio, c'est pas facile. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas qu'un problème de paysans, d'agriculteurs, c'est un problème de société parce qu'on a envie de s'alimenter proche de chez soi. Et le réseau Impact, avec notamment l'association ADR, l'association pour le développement de l'emploi agricole et rural, met en place ce qu'on appelle les espaces tests agricoles. Alors on entend espace, pas forcément que le lieu, c'est aussi des lieux d'échange où justement les citoyens, les collectivités, des associations se regroupent autour d'une installation d'une personne, donc qui se teste dans son activité. Donc les espaces tests d'activité, ils fonctionnent comme les couveuses en fait d'activités qu'on peut voir sur les autres activités économiques. Et ça se développe de plus en plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de Tours Métropole, dans leurs programmes alimentaires territoriaux, ils ont comme orientation aussi, en plus du foncier, de participer à ces espaces tests agricoles. Donc, de faciliter en fait l'installation de producteurs à côté de chez nous. Et ce travail-là, comment ? J'imagine que M. Le Ternec va nous en parler tout à l'heure. Pendant la table ronde, je pense, qui suit, qui est vraiment focusée sur du coup les leviers, de la politique publique. Mais tout ça en fait pose surtout le sujet des GMS, pose la question de l'accessibilité, à la fois économique et à la fois organisationnelle. Et juste pour terminer, un dernier sujet abordé, j'aimerais juste avoir une intervention de Christophe, qui lui a du coup créé une interface qui va permettre de faciliter cette rencontre. Alors, rapidement parce qu'on va être en retard. Je suis le gérant de Panier de Touraine. Panier de Touraine, c'est une initiative privée, 100% privée, qui a 4 ans maintenant, qui fonctionne admirablement, qui est très très agréable à vivre au quotidien, un peu comme le court-circuit, j'entends des choses assez semblables. Donc il y a 4 ans, moi en tant que consommateur, j'avais une volonté de consommer mieux, bien local, comme beaucoup de personnes ici j'imagine, et je voulais trouver une solution qui me permette de le faire facilement. En clair, je connaissais quelques producteurs sur l'Indre-et-Loire, c'est très local, on est sur le département, et je ne connaissais pas toute l'offre. Donc on a créé un groupe de travail avec des producteurs locaux il y a 4 ans. On a été les voir en leur disant, nous, on a envie de consommer vos produits, et vous, quelles sont vos attentes par rapport aux consommateurs? Et ils nous ont dit très rapidement, donc le sujet c'était vendre sur Internet pour des questions de coût
et de visibilité, de commerce. Et donc, eux voulaient aller sur Internet, ils ne savaient pas comment faire, ils ne savaient pas s'il fallait qu'ils se regroupent, et surtout, ils n'avaient pas le temps de s'en occuper, ni les compétences. Ensuite, c'est poser des questions de logistique, d'opérationnel, c'est-à-dire être présent sur Internet, c'est une chose, mais comment on fait pour récupérer les produits, pour les emmener chez les clients, enfin tout un tas de questions. Donc très rapidement, on a réfléchi à tout ça, on a trouvé des solutions. Donc aujourd'hui, depuis 2 ans, la boutique est ouverte, elle s'appelle Panier de Touraine, je vous invite à aller la visiter, vous aurez beaucoup d'informations là pour le coup. Et donc sur cette boutique, aujourd'hui, on a 32 producteurs qui vendent directement leurs produits aux consommateurs, c'est de la vente directe. Nous, on ne fait pas de l'achat-revente. On fait leur marketing, on s'occupe de toute la technique, ils n'ont pas du tout à s'en occuper. On s'occupe de leur comptabilité et on s'occupe de leur logistique. En clair, on a un stock en fixe à Tours Centre sur des produits non frais. Et tous les jeudis matins, on fait une tournée de 200 km qui ramasse les produits frais chez 19 producteurs. Le jeudi après-midi, le vendredi matin et le vendredi après-midi, nous livrons les clients sur l'agglomération de Tours et nous avons un relais à Tours Centre où d'autres clients viennent directement chercher leurs produits. Voilà, en quelques mots, c'est une super expérience humaine, c'est tout petit, mais c'est génial. Aujourd'hui, moi, ça me fait vivre, ça fera peut-être vivre bientôt 2 personnes, mais en tout cas, ça fonctionne et voilà. Aujourd'hui, nous, on est à un tournant, on ne sait pas si il faut qu'on aille plus loin, on a énormément de demandes, je pense que bientôt, on va être condamné à limiter la demande parce qu'on ne peut plus y répondre. Donc c'est un bel exemple du coup d'intermédiation entre ces deux mondes-là, les producteurs et les consommateurs, et du coup de création d'emplois aussi en faisant le lien. Peut-être rapidement, monsieur, du coup, on va clôturer, sinon on va se faire gronder. Très rapidement, pour jeter un bol d'eau glacée sur toutes les réflexions qu'on a, je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que dans les AMAP, apparemment le renouvellement, c'est 1 sur 10, renouvellement annuel. Deuxièmement, on l'a dit tout à l'heure, l'essentiel des achats se fait en grande distribution. Et à ma connaissance, il y a très peu de coopératives de consommateurs. Je fais partie d'une coopérative de consommateurs. C'est une autre manière d'établir un autre lien avec les producteurs. En fait, finalement, ce que je veux vous dire, c'est que cette question de l'alimentation locale, dont on parle beaucoup, n'intéresse pas pratiquement grand monde. Je dis bien pratiquement. C'est-à-dire qu'on a un discours sur la chose, mais pas de pratique. Mais ça nécessite peut-être aussi un peu de la recherche. Du coup, le monde académique se penche là-dessus, les sociologues aussi, pour voir les résistances. Les résistances chez les groupes de consommateurs, j'imagine qu'il doit y en avoir. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont convaincus, mais qui ne s'engagent pas. Donc peut-être aller... Moi, je pense qu'il y a une vraie question qu'on n'aborde pas souvent, c'est celle du temps, en fait. Le temps, et donc redonner du temps aux gens, c'est un vrai nouveau modèle de société. Et je pense qu'il est indispensable si on veut que les gens prennent le temps à la fois de connaître leurs produits, de cuisiner et de s'intéresser à autre chose que leur travail qui leur prend la principale de leur temps. Non, c'est en fait une transition très lente, mais qui avance. Alors, ultime question. Alors c'est pas une question, c'est plus un témoignage parce que là on a eu un bol glacé d'eau. Moi j'ai plutôt une note positive à donner sur la fin de cette table ronde. Moi je suis de Poitiers, il y a en ce moment un magasin coopératif qui est en train de monter, un magasin pour vendre des produits de producteurs. Donc ça intéresse des gens, il y a des individus qui se mobilisent, qui se regroupent collectivement pour monter une association, monter une entreprise associative, en fait, un magasin associatif. Et là on est au tout début de la création, c'est la semaine prochaine, il y a des réunions qui vont se créer avec des bénévoles qui vont venir pour travailler sur le projet, pour monter ce magasin et développer cette activité-là. Donc là c'est pour le consommateur direct et final. Autre exemple sur la collectivité, les cuisines collectives. Moi, dans la Vienne, il y a un outil qui se développe, ça s'appelle AgriLocal. C'est une plateforme qui met en relation les agriculteurs avec les cuisines collectives. Donc ça va être les collèges, les lycées, les EHPAD.
Et c'est un outil qui a été testé l'année dernière sur les collèges, sur l'ensemble du département. Il y avait quelques collèges tests. Et depuis janvier 2017, cette plateforme a été ouverte à toutes les cuisines collectives du département. Donc c'est un outil qui a été développé par les chambres d'agriculture, enfin par la chambre d'agriculture du département et du conseil départemental avec l'association des maires du département. Cet outil est existant sur d'autres départements en France. Et donc voilà, donc il y a des choses qui sont existantes, il y a des volontés politiques. Et donc du coup, c'est que du positif et on avance dans le bon sens. C'est ça. Je pense qu'on pourra parler des volontés politiques dans quelques minutes. Et je pense qu'Anna a bien résumé la chose. Il faut du temps. Donc laissons le temps à la transition alimentaire de se faire. Merci d'avoir été là. Merci à vous trois d'avoir pris le temps de discuter avec nous.